Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau mini deep dive sur une entreprise que je trouve super intéressante et qui s'appelle Constellation Software. Et je la trouve intéressante pour trois raisons. D'abord pour son track record exceptionnel, ensuite pour son business model, puisque son business model c'est en fait de créer de la valeur non pas en créant un produit, mais directement en achetant des entreprises, en particulier des SaaS. Et enfin, la troisième raison, c'est que le cours de l'action a récemment perdu 35% au cours des 6 derniers mois. Ce qui signifie que si votre thèse d'investissement est alignée avec ce type de produit, vous avez potentiellement un niveau d'entrée qui est particulièrement attractif. Donc pour justifier ça, je vous ai mis ici le graphe que j'ai pris sur TradingView. Donc sur les 5 dernières années, vous pouvez voir que le titre Constellation Software a pris plus de 100%. Par contre, sur les 6 derniers mois, quand on zoome un peu, il a perdu 35%. Donc comme je disais, il y a peut-être un niveau attractif, mais il faut essayer de comprendre d'abord quel est le business model, quels sont les atouts de la boîte, notamment regarder si ces ratios financiers sont sains ou pas, et comprendre aussi quelles sont les sources de risque, pour pouvoir décider si oui ou non c'est intéressant pour vous d'investir dans ce type de société. Donc d'abord, pour donner un petit peu de contexte, ce que fait Constellation Software, donc CSU, c'est son ticker, il rachète ce qu'on appelle des VMS, Vertical Market Software. Vertical Market Software, c'est quoi? C'est des SaaS qui sont spécifiquement nichés, donc qui résolvent un problème particulier dans une niche spécifique pour un avatar client particulier. Donc ça peut être des softwares pour la restauration, pour les camps de vacances, pour des concessionnaires automobiles. La liste est quasiment infinie en fait. Il y a un panel extrêmement large de SaaS qui peuvent être acquis par une boîte comme Constellation Software. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent ces softwares sont beaucoup trop petits pour des VC ou des fonds de private equity. Et donc ça signifie qu'il y a pratiquement zéro concurrence, ou en tout cas très peu de concurrence pour Constellation Software pour décider des sociétés qu'ils veulent acquérir ou pas. En termes de sources de revenus, il y en a plusieurs, notamment à travers les licences logicielles, la maintenance et le support, les services professionnels, ainsi que du hardware. Leur stratégie, elle est très simple, c'est du buy and hold, donc c'est vraiment du long terme. Donc l'objectif pour Constellation Software, c'est de garder toutes leurs acquisitions en portefeuille. Donc c'est pas de les revendre, c'est pas de licencier les gens, au contraire, ce qu'ils essayent de faire, c'est de garder la culture d'entreprise, c'est de la nourrir, c'est de faire en sorte que les fondateurs aient la garantie que leur entreprise restera pérenne au sein du groupe, et ce qui d'ailleurs a comme conséquence de séduire les fondateurs d'entreprise, puisqu'ils savent pertinemment que quand ils rejoignent une entreprise comme CSU, donc Constellation Software, il y a déjà un alignement entre leurs intérêts, il y a des synergies qui sont déjà préexistantes. Donc ça signifie qu'en termes de sourcing, Constellation Software a constamment des entrepreneurs qui viennent les voir pour essayer de regarder si oui ou non il y a potentiellement un intérêt à faire partie du groupe. Les autres avantages, c'est quoi? C'est d'abord qu'ils sont extrêmement nichés, donc il y a un mode sectoriel naturel qui s'est créé. Il y a une forte rétention client qui a lieu également, et ça se comprend facilement parce que comme ce sont principalement des softwares sur des niches B2B très spécifiques, très souvent la concurrence est faible, et souvent ce qu'on appelle le switching cost, donc le fait de changer de software pour ses clients est trop élevé. Ce qui signifie qu'une fois que ces clients sont dans la loupe, une fois qu'ils font partie de l'écosystème de ces softwares, ils vont rester pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans parfois, et même plus. Et enfin, le troisième élément qui est intéressant pour Constellation Software, c'est la profitabilité, puisqu'ils n'achètent que des boîtes qui sont profitables. C'est vraiment une cash machine. Maintenant, pour vous donner un petit peu plus de contexte sur la structure, il y a principalement 6 entités du groupe. Il y a Volaris, Aris, Jonas, Vela, Perseus et Topicus. Et chacune, en fait, c'est une business unit qui est ultra spécialisée et qui s'adresse à des verticales spécifiques. Je vous ai mis ici un graphe que je trouve super intéressant. Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit, mais vous avez par exemple ici Aris. Au sein d'Aris, vous avez différentes sous-branches, Private Sector, Utilities, Healthcare, Public Sector. Et si vous prenez par exemple Healthcare, vous allez voir des softwares qu'ils ont acquis. Amazing Chart, Connecture DRX, First Pacific Corporation. Et donc, le business model de Constellation Software, c'est vraiment de créer un conglomérat. C'est un écosystème, c'est une myriade de software qui, plus ou moins, divertissent qui apportent de la diversification aux sources de revenus et qui continuent de créer en fait vraiment une cash machine quoi, qui va componder à travers les années, quoi. Maintenant, en termes de marché et de croissance, comme je l'ai dit, c'est une constellation de milliers de micro-niches. Ça signifie que le total addressable market, donc le TAM, il est fragmenté, mais en cumul, il est immense. Le nombre de potentielles acquisitions que Constellation peut faire, il est juste énormissime.
En termes d'expansion, la boîte, elle est passée du Canada aux USA, à l'Europe, et elle a maintenant une présence qui est internationale. Ils sont présents dans plus de 100 pays. Et je vous ai mis ici un graphe intéressant sur le nombre d'acquisitions, et vous pouvez voir qu'entre 2014 et maintenant, le nombre d'acquisitions, il est passé chaque année de 20 à quasiment, on va dire 110, quasiment 120 par année. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder un petit peu quelle est la croissance et comment ils construisent leur croissance. Est-ce que c'est organique ou est-ce que c'est au contraire non organique? Et ici, je vous ai mis en orange la croissance totale et en bleu la croissance organique. Et donc, vous pouvez voir que la croissance organique, elle reste somme toute relativement faible. C'est principalement par l'acquisition que Constellation Software se développe et crée de la croissance. Et d'ailleurs, cette croissance, ils l'ont générée pendant 30 ans d'affilée, avec un pipeline quasi infini de petites entreprises. Donc, il ne manque pas d'opportunités. Et ils ont une culture qui est vraiment celle d'être patients. C'est vraiment des investisseurs de long terme. Ce pas du tout des têtes brûlées et ce pas des gens qui ont une optique d'investissement sur du court terme, comme le ferait par exemple des fonds plus traditionnels de venture capitalistes, par exemple. Donc, en termes de chiffres clés à retenir, les revenus sont exceptionnels, 10 milliards. Le free cash flow, c'est 2 milliards. Comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, plus de 1000 acquisitions depuis l'origine, avec un taux de croissance depuis l'IPO d'environ 35% en réinvestissant les dividendes. En termes de marge, elles sont très solides et c'est en partie grâce au modèle du software, enfin grâce au modèle SaaS. Le free cash flow, il est très élevé, donc ça permet de s'autofinancer, ça permet de rembourser de la dette, ça permet de racheter des actions, ça permet d'investir dans de nouveaux projets. Et les ratios, en fait, sont, on va dire, premium. Ils peuvent être relativement chers, mais ça s'explique. Ça s'explique par rapport à l'historique, ça s'explique aussi par rapport à la proposition de valeur et aux perspectives de croissance d'une boîte comme celle-là, quoi. Et moi, je l'ai mis, voilà, il y a le track record qui entre en compte, il y a la qualité des cash flows et la répétabilité des acquisitions. Parce qu'il y a vraiment un business model qui est systématique avec une grille de critères qui est très spécifique pour pouvoir acquérir des cibles potentielles. Maintenant, si on se concentre un petit peu sur les ratios financiers pour avoir une vision un peu plus globale de Constellation Software, ici, je vous ai mis le price-earning ratio entre 2018 et 2024. Donc, il peut sembler relativement élevé, et il est élevé. Par contre, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il est. Donc, déjà, il y a le fait que le bénéfice net peut être artificiellement réduit. Et notamment parce que Constellation Software va acheter des softwares. Donc, il y a énormément d'actifs intangibles qui sont liés aux acquisitions. Que ce soit la propriété intellectuelle, que ce soit les droits logiciels, que ce soit la base client. Et donc tous ces éléments-là, ils vont diminuer le résultat comptable sans pour autant avoir un véritable impact négatif sur la trésorerie qui est générée par la boîte. Par contre, le forward price earning, lui, il est plus bas. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis ici, mais il est aux alentours des 24. Il reflète en fait les profits futurs anticipés qui sont plus élevés que les profits comptables actuels. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le forward il est à 24, contrairement au price earning actuel qui lui est aux alentours des 78 à peu près. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que c'est justifié. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a le fait que c'est une compounding machine. Donc son moteur, comme on l'a vu plus haut, c'est principalement l'acquisition. C'est en achetant des softwares que Constellation Software crée de la valeur et crée de la valeur, enfin, du rendement pour ses investisseurs. Donc, un investisseur, il peut être prêt à attendre plus longtemps avec un price earning élevé avant que ce price earning soit justifié, ne serait-ce que parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle acquisition, il y a ce qu'on appelle du compounding. Donc, il y a chaque acquisition qui va apporter une nouvelle brique de rendement à l'écosystème global. Ensuite, la deuxième raison, c'est le décalage comptable. Puisque quand une entreprise acquiert d'autres entreprises, en l'occurrence des SaaS, elle peut enregistrer le goodwill et d'autres actifs entre guillemets intangibles, ce qui fait qu'au final, il se retrouve avec un net income qui est beaucoup plus faible. Donc maintenant, si on s'intéresse un petit peu au price earning ratio, une des questions qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que le price earning ratio il est si élevé et surtout pourquoi est-ce que c'est justifié. Donc la première raison en fait, c'est que le modèle de CSU, donc Constellation Software, c'est en fait une compounding machine. Donc son moteur, comme on l'a vu précédemment, en fait, c'est l'acquisition. C'est en achetant des nouvelles entreprises, des SaaS, que Constellation Software crée de la valeur pour ses actionnaires. Et donc, un investisseur peut accepter un price earning élevé s'il sait que chaque nouvelle acquisition va participer au compounding et va ajouter une nouvelle brique de revenus et de rendement à l'écosystème global que construit CSU. La deuxième raison, en fait, c'est le décalage comptable. Puisque quand CSU achète des softwares, elle va enregistrer le goodwill et d'autres actifs intangibles. C'est de la propriété intellectuelle, par exemple. Et donc ça va réduire
le net income comptable de façon entre guillemets un peu artificielle. Mais ça n'empêche que le free cash flow qui est généré, lui, il est réel. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans une boîte comme celle-ci, il faut aussi regarder d'autres indicateurs, en particulier le price to free cash flow, plutôt que le price earning, puisque le price earning, il est un petit peu biaisé par les normes comptables. Ensuite, une autre raison, c'est l'historique de croissance. Le price earning, il est élevé, certes, mais il faut aussi le comparer en fait, à ce qu'il a été sur son historique. Ça, c'est un élément important. Et le deuxième élément aussi, c'est de regarder le forward price earning. Et lui, il est beaucoup plus raisonnable que le price earning, que le trailing price earning, puisqu'on l'a vu, le forward, il est aux alentours des 22 selon les projections actuelles. Et donc, ça montre que le marché, il anticipe potentiellement, on va dire, une croissance qui est plus raisonnable, mais en tout cas une croissance qui est durable. Un autre élément, c'est la structure financière. Leur ratio enterprise value divisé par EBITDA, il est élevé, mais ils ont des marges qui sont saines. Et donc ça signifie que le prix actuel, il inclut, on va dire, alors j'ai mis une prime structurelle pour un business qui est rentable, qui a un cash flow extrêmement puissant, et avec une allocation du capital qui est particulièrement optimisée. Enfin, je dirais qu'il y a un autre élément qui explique que le price earning peut être élevé, en fait, c'est l'alignement des incentives. Ça signifie que le modèle d'entreprise, qui est ici l'acquisition de software, le degré d'autonomie de chacune des business units et l'allocation du capital est globalement une machine bien huilée. Parce qu'on l'a vu, pendant 30 ans d'affilée, ils ont réussi à générer du rendement pour leurs actionnaires. Et donc, si tu crois, par exemple, toi, en cette stratégie de Léonard, qui était le CEO de Constellation Software, payer un multiple élevé peut être vu comme une façon d'acquérir en fait une part de cette machine à capitaliser. Et donc, ça peut être justifié en fait de payer entre guillemets cher quelque chose dont tu sais que finalement le rendement sera au rendez-vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans et ainsi de suite. Mais par contre, comme je l'ai mentionné plus tôt, il faut regarder d'autres indicateurs. Je pense notamment au free cash flow. Donc le free cash flow, pour rappel, c'est l'argent réel que le business génère une fois qu'il a payé toutes ses dépenses et ses investissements nécessaires. Et donc, ça mesure sa capacité à rembourser de la dette, à payer des dividendes, à financer d'autres acquisitions et à enrichir par exemple les actionnaires. Et donc, pourquoi est-ce que c'est crucial dans le cas de Constellation Software? Mais tout simplement parce qu'elle vit principalement, cette boîte de cash, pour racheter des centaines, comme on l'a vu, entre 100 et 150 entreprises par année. Et donc, si le free cash flow s'effondre, la croissance elle-même, mécaniquement, va s'effondrer. Donc, le free cash flow, c'est vraiment un indicateur de la rentabilité du business, en particulier Constellation Software. Et donc là, je vous ai mis en fait un graphe qui représente justement le FCF, donc le free cash flow, et vous pouvez voir que la progression, elle est remarquable. En fait, elle s'est même accélérée à partir du début 2022 jusqu'à 2025, fin 2025. Un autre élément qui est intéressant à regarder, c'est le retour sur le capital investi. Donc le ROIC, en moyenne, on va dire qu'il était à 20-25% sur 10 ans. Il a un petit peu baissé récemment, il a un peu plus de 10%. Par contre, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que ça reste un chiffre qui est très élevé pour des entreprises de type SaaS. On regarde ça par rapport à son historique, mais c'est bien aussi de le comparer à d'autres éléments dans son secteur pour pouvoir comparer des sociétés qui ont finalement des métriques qui peuvent être comparées, quoi. Et donc, ce qui explique ça, c'est quoi? C'est les amortissements qui sont liés au goodwill, qui réduisent le rendement de façon comptable, mais pas forcément économique. Le ROIC, il est volatile, mais c'est assez normal pour des boîtes qui constamment réinvestissent et acquièrent des nouvelles sociétés. Mais la tendance long terme, elle reste solide malgré une fluctuation et malgré une légère baisse sur les quelques dernières années. Et pour rappel, le ROIC, donc Return on Invested Capital de 20%, ça signifie que pour chaque euro, chaque dollar qui est investi, il y a 20 centimes de profit par an. Donc, et à titre de comparaison, il y a peu d'entreprises qui sont capables d'atteindre ce niveau. Donc c'est un signe d'une discipline opérationnelle et d'excellence dans la façon d'allouer le capital et de trouver les bonnes cibles à acquérir. Un autre élément qui est intéressant, en fait, c'est ce que j'appelle ici le Debt to Equity Ratio de Constellation Software. Donc il est de l'ordre de 1,6. Donc il y a 1,6 $ de dette pour 1 $ de fonds propres. Donc ça peut sembler relativement élevé. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça reflète l'usage stratégique de la dette pour financer des acquisitions. Comme on l'a vu, Constellation Software, son business model, c'est d'acquérir des nouveaux softwares, des nouvelles boîtes, pour créer un conglomérat ou un écosystème qui va se compinder à travers le temps. Et donc, il faut effectivement des fonds pour pouvoir acheter ces entreprises. Par contre, le risque, on peut dire qu'il est relativement limité, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des cash flows qui sont élevés. Et la génération, je l'ai mis ici, la génération de free cash flow solide
permet de rembourser la dette et de financer la croissance. Donc, si on considère que la dette est modérée, finalement, c'est un levier pour accélérer les acquisitions. Donc on pourrait dire qu'il n'y a pas directement de danger immédiat vu la capacité de CSU, de Constellation Software, à générer du cash sur les 30 dernières années, et ça s'est même accéléré sur les 4 dernières années, comme on l'a vu avec le free cash flow. En termes de revenus, ce qui est intéressant, c'est que comme en fait ils acquièrent des softwares, ils ont un modèle qui est celui qui revient, ils ont un modèle sur des revenus récurrents. Et en particulier, ils ont environ 75% des ventes qui proviennent de la maintenance, du support, du SaaS et des services gérés. Et donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Mais c'est que ça leur donne énormément de stabilité dans les revenus, ça leur donne énormément de visibilité aussi sur leur croissance. Et vous pouvez le voir ici, il y a 7,3 milliards sur 10 milliards qui viennent de maintenance and other recurring. Et ça, c'est vraiment la beauté en fait des SaaS, c'est que vous avez parfois, c'est pas toujours le cas, en particulier dans les SaaS qui sont liés à du retail, mais dans le cas du B2B, vous pouvez avoir des LTV, donc des lifetime value, qui sont particulièrement intéressants parce que chaque entreprise, chaque client qui est en fait une entreprise et qui utilise ces softwares est souvent dans une situation où il n'y a pas le capital financier ou humain pour répliquer cette solution en interne, y compris avec des outils de no-code. Et les switching costs pour passer d'une solution existante à une autre sont souvent rédhibitoires. Ce qui fait que quand les clients en fait sont entre guillemets bloqués avec une solution, ils vont rester pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans et parfois plus. Et donc ça, c'est encore une fois un élément qui est extrêmement intéressant pour la capacité à générer du cash pour Constellation Software. Un autre élément que je voulais vous montrer aussi, c'est le price to sales ratio. Donc il est, on va dire, il a été au maximum de 8. Actuellement, il est aux alentours de 6,5. Donc il a pas mal fluctué, c'est vrai. Par contre, ces fluctuations, elles sont normales, elles reflètent globalement la perception du marché et l'évolution des revenus sur la croissance organique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme le FCF, en fait, le price to sales ratio, il est moins impacté par les normes comptables, par le goodwill, les amortissements. Et donc, il donne un point de vue qui est complémentaire et qui est, on va dire, assez, entre guillemets, robuste. Donc ça, c'est un élément qu'il faut garder en tête. Et en fait, une autre métrique qui est intéressante, c'est le earning value, enterprise value sur EBITDA. Donc là, c'est pareil, il est relativement stable, même s'il y a des variations. Et en fait, ces variations, elles peuvent être liées tout simplement à l'EBITDA ou même à la perception du marché de façon plus générale par rapport à ce titre ou par rapport, on va dire, à ce secteur du software de façon plus générale, quoi. Il est aussi plus robuste face aux écritures comptables, comparé par exemple au price-earning ratio. Et on va dire qu'il reflète la performance opérationnelle pure, entre guillemets. Et donc ça, c'est intéressant de regarder cette donnée parce que ça vous permet de comparer Constellation Software à on va dire, d'autres sociétés dans le domaine du software. Donc des choses qui sont, on va dire, comparables de façon plus ou moins directe. Après, en termes de risques, il y a plusieurs risques. D'abord, il y a le déficit de grandes cibles exceptionnelles. Plus Constellation Software va se développer, plus Constellation Software va avoir de cash, et plus ils vont avoir du mal finalement à investir ce cash. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour acheter une entreprise, Constellation Software a un certain nombre de critères prédéfinis. Il faut par exemple qu'il y ait un rendement de 20% par an, 25% par an, etc. Mais plus ils ont de capital à allouer, et plus effectivement ils vont devoir être relativement souples sur ces critères, puisque toutes les entreprises ne vont pas forcément remplir ces critères et ne vont donc pas être des cibles légitimes pour entrer dans leur thèse d'investissement. Et donc, il faut qu'ils soient plus souples, en particulier s'ils ont envie d'acheter des entreprises qui soient plus grandes, donc des entreprises qui valent peut-être ou qui génèrent 10 millions, 15 millions, 20 millions, 30 millions par an. Et donc, ça signifie que la croissance, elle pourrait ralentir, en particulier si le pipeline se réduit ou s'il y a par exemple des pertes de synergie entre les multiples acquisitions qu'ils effectuent. Un autre risque, c'est la dépendance à l'allocation de capital. Alors le CEO, Marc, c'est quelqu'un qui a été absolument exceptionnel et visionnaire sur cette tâche spécifique. Il est maintenant plus en retrait, je pense que c'est le CTO qui l'a remplacé. Donc c'est quand même un élément important à prendre en compte. Un autre risque, c'est le risque culturel, en particulier si Constellation Software devient beaucoup trop gros. Comme on l'a vu précédemment, en fait, il faut bien imaginer que c'est un écosystème, donc il y a toute une myriade d'entreprises avec 6 unités qui sont agiles, qui sont indépendantes, qui sont globalement assez décentralisées. Et cette décentralisation, c'est une des forces une des propositions de valeur en fait de Constellation Software, puisqu'elle permet de donner, finalement, d'allouer le capital là où il doit être alloué pour créer le plus de valeur pour les actionnaires. Et il donne beaucoup plus de flexibilité aux managers, en fait. Donc, ça c'est un autre risque important. Et enfin, je dirais que
Un autre élément qui est évidemment crucial dès qu'on parle de software, c'est l'intelligence artificielle. Tout le monde pense, beaucoup d'investisseurs pensent que l'IA va complètement bouleverser le domaine du SaaS. C'est en partie vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que, et ça c'est la thèse de Marc Léonard, le CEO, c'est que l'IA, pour le moment, elle est encore dans une phase où elle hallucine énormément. Et on peut le voir ne serait-ce que quand on utilise des softwares comme ChatGPT par exemple ou autres. Elle ne génère pas encore assez de revenus et elle ne crée pas de valeur notable pour Constellation Software. Ça c'est la vue en tout cas qui est assez contrariante du CEO. Et lui, il pense effectivement qu'elle va créer plus d'emplois. Il donne une analogie avec l'impact qu'a eu Excel, par exemple, autrefois. Le fait qu'Excel soit apparu n'a pas pour autant fait disparaître tous les gens qui faisaient des calculs à la main. Au contraire, en fait, elle a déplacé la création de valeur, et elle a permis d'automatiser ou d'optimiser des tâches qui étaient finalement à faible valeur ajoutée. Et ce qui est intéressant ici, en fait, c'est quoi ? C'est que le CEO, Marc Léonard, il a une position qui est assez... je ne vais pas dire clivante, mais en tout cas une position qui est assez différenciante dans un marché qui est obsédé par l'intelligence artificielle. En termes de valorisation et d'opportunité, alors pourquoi est-ce que CSU, ça peut être une bonne opportunité ? En dépit du fait que CSU se paye, on va dire, de façon relativement chère, si on se concentre sur quelques ratios financiers, comme le price earning par exemple, il faut garder en tête que le premium, il s'est justifié par quoi ? Le track record, qui est exceptionnel. Comme on l'a vu, pendant 30 ans d'affilée, cette entreprise a généré du cash flow, elle a créé de la valeur, elle a généré du rendement pour ses actionnaires. Ensuite, elle a la chance d'avoir un pipeline qui est extrêmement large, en particulier parce qu'elle a peu de compétiteurs. Elle n'a notamment pas les fonds de VC ou les fonds de private equity qui viennent, entre guillemets, jouer sur le même terrain de jeu. Elle a également un mode culturel qui est très fort, avec une capacité d'exécution qui a été brillante. Et donc, si vous achetez du CSU, donc du Constellation Software, vous êtes en train de faire un pari sur un empire qui est complètement décentralisé. Vous avez ici ce qu'on appelle du skin in the game extreme. Pourquoi ? Parce que la majeure partie des salariés ont pour obligation de réinvestir une partie de leur bonus directement dans les actions de Constellation Software. Donc, ils ont tout intérêt en fait, à faire à prendre les bonnes décisions et à allouer le cash là où il doit être alloué pour créer le plus de valeur possible. Et vous achetez finalement un moteur d'acquisition qui est auto-alimenté. Parce que, je le rappelle encore une fois, le principal véhicule de croissance de Constellation Software, c'est l'acquisition de software. Donc, on peut faire plusieurs scénarios. Un scénario qui serait pessimiste, dans lequel il y aurait un ralentissement de la croissance, une intégration difficile entre les différents outils, et moins de cibles à racheter. C'est vraiment quand tous les voyants sont au rouge. On peut faire un scénario, entre guillemets, base case. Donc, on a un compounding qui est stable, qui se fait avec des acquisitions régulières. Ça, c'est le business model actuel. Et vous pouvez aussi avoir un scénario optimiste dans lequel il y a des nouveaux segments, peut-être même des nouvelles verticales, une expansion géographique et une succession réussie, puisque comme je l'ai dit, le CEO, en fait, il est en retrait. Il y a maintenant, je crois, le CTO qui a pris la main pour diriger la boîte. À titre de comparaison, je vous mets ici le price target sur TradingView, en fait, qui a été fourni par 11 analystes. Donc, vous pouvez voir que dans le cadre minimum, les analystes envisagent une croissance de 30%, en moyenne 50% et au max 71%. Donc il y a quand même une forme d'asymétrie en fait, de rendement, même si évidemment il ne faut pas vous fier à 100% à ce que vous disent les analystes. Il faut que vous utilisiez vous-même votre compréhension du business model, du moat, de la compétition, essayer de voir si le nouveau leadership va être capable d'exécuter l'ancienne vision et de la porter sur des nouvelles ampleurs, par exemple. Mais vous pouvez quand même voir qu'il y a une asymétrie qui est assez forte et il y a un consensus sur le fait que, entre guillemets, sur les métriques actuelles, potentiellement, Constellation Software est un bon point d'entrée avec un rendement qui serait entre 30 et 70% au maximum. Donc, en conclusion, on a ici une entreprise qui est assez unique, un modèle qui est anti-Silicon Valley, qui fonctionne depuis 30 ans. Donc, on a vraiment une boîte qui, sans créer d'entreprise, a créé un écosystème, une myriade de SaaS et a réussi à créer de la valeur pendant 30 années d'affilée. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Qui plus est, sur des verticales qui sont ce qu'on appelle en anglais donc des boring industries, donc des industries qui sont peu sexy, peu attrayantes. C'est pas de l'IA, c'est pas de la blockchain, c'est pas de la biotech, mais ce sont des softwares dans le domaine du B2B qui résolvent des problèmes très spécifiques pour des clients très particuliers. Et donc, le modèle, il repose sur la décentralisation, la patience, comme je l'ai dit, sont là sur du long terme, la discipline, il y a un vrai process pour identifier les cibles, il y a un alignement des incentives, donc comme je l'ai dit, les salariés ont l'obligation de réinvestir une partie de leur bonus dans les actions directement, et il y a du buy and hold forever, donc l'objectif c'est vraiment de trouver les bons signaux d'achat, les bonnes targets, et de les garder ad vitam aeternam. Et donc,
Si vous êtes un investisseur long terme et que vous recherchez de la stabilité, la croissance régulière et l'excellence opérationnelle, je pense que Constellation Software, et là encore, ce n'est pas un conseil financier, mais ça reste une boîte qui offre des niveaux extrêmement intéressants, en particulier si vous êtes prêt à acheter ce titre et à le garder pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et je dirais que voilà, j'ai mis en conclusion que dans un monde obsédé par la vitesse, Constellation Software a prouvé que la patience peut battre l'hypercroissance. Vous vous concentrez avec des process robustes sur 30 ans d'affilée, sur des niches qui sont sous-exploitées, et vous avez la possibilité de créer un business model qui est assez fantastique et de créer de la valeur pour vos actionnaires. Donc, j'espère que ce mini deep dive vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lis toutes, et j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez des idées de vidéos que j'aimerais que je fasse, n'hésitez pas à les mentionner et je reviendrai vers vous très bientôt avec un peu plus de contenu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!